Restons courtois, Arthur de Vatrigan. Vous êtes toujours dans Restons courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie, chaque jour en direct de 17h30 à 19h30. Et il est 18h35, il est temps d'accueillir notre deuxième invité, Yannick Gomez, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci de m'avoir invité. Alors, vous êtes pianiste, compositeur, essayiste. Vous avez déjà publié un premier essai d'un musicien à l'autre, de Céline à Beethoven, qui montrait cette capacité rare à faire dialoguer littérature et musique. Et vous publiez donc aujourd'hui Solers, le musicien de la vie, aux éditions Nouvelle Marge. Alors, ce qui frappe, ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est l'angle choisi. Vous ne faites pas une biographie de Philippe Solers, vous ne faites pas une étude littéraire au sens académique du terme, vous lisez son œuvre avec des oreilles du musicien. Vous entendez Bach, Haydn, Mozart, et vous montrez que la musique, Bach n'est pas qu'un ornement chez Solers, c'est aussi une armature, et peut-être une armature secrète. Mais avant cela, nous avons une tradition, c'est celle de passer nos invités à la question. Ne perdons pas notre temps. Ils peuvent me tuer, je parlerai pas. Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas. Taisez-vous. Ah, c'est comme ça. Nous avons les moyens de vous faire parler. Yannick Gomez, quel est le compositeur qu'on joue le plus et pourtant qu'on comprend le moins? Me limiter à un, ce serait un petit peu restrictif, mais enfin, je dirais Chopin. Alors qu'on comprend le moins, qu'on joue le plus, ça c'est clair. Bien sûr, j'imagine, vous parlez de compositeur de musique classique, on s'entend. Hein, donc Chopin, peut-être ex aequo avec Liszt, éventuellement. Voilà, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de contresens sur son interprétation. Alors certes, ce sont des romantiques, pour Chopin et Liszt aussi d'ailleurs, mais c'est plutôt cette obsession de la virtuosité à tout crin, le fait de parfois de le réduire qu'à ça, alors que c'est beaucoup plus que ça, et parfois un peu différemment de la façon dont c'est proposé ou interprété. Quel est le compositeur le plus surcoté? Aucun, dans la mesure où c'est vraiment un compositeur. Je pense que les compositeurs devraient être beaucoup plus encouragés, surcotés s'il faut. La seule chose qui est surcotée aujourd'hui, c'est le brouhaha qui se fait passer pour de la musique. Ça, c'est surcoté. Donc un compositeur surcoté, je ne vais pas vous en citer, on ferait mieux de les encourager, mais encore une fois, pour peu qu'ils soient vraiment compositeurs. Hein, donc là aussi, il y a faire discussion. Je vous propose un petit jeu. Je vous donne des noms de compositeurs ou d'artistes et vous me répondez avec quel livre ou auteur ça serait parfait. Wagner,
Alors, Wagner, problématique. Là, comme ça, je dirais éventuellement Rebatté, c'est pas mal. C'est assez raccord. Les Beatles. Alors, les Beatles, là, on n'est pas dans le même registre. Hein, c'est votre questionnaire Éclectique. très, très éclectique, n'est-ce pas? Et encore, les Beatles, c'est le plus classique. ouais, Après, ouais, ça ouais. descend un peu. Ah, d'accord. Ou ça monte, ça dépend. Bon, Bec BD Vivaldi. Vivaldi, oh. Casanova, ça me paraît là aussi très raccord. Britney Spears. Non, là, je sèche. À la rigueur, je dirais n'importe quel roman de gare fera l'affaire. Vous voyez comme déjà mon esthétique est très ciblée, n'est-ce pas? Donc oui, non. Un présentoir de gare, c'est bien. Chopin. Céline pour la façon dont il a résolu un chapitre de Mort à crédit après avoir entendu Lucienne Delforge, cette pianiste, pour le coup, elle, vraiment oubliée, qui l'a inspirée. Donc cette scène en jouant une étude de Chopin, la révolutionnaire. Enfin, du moins, c'est le témoignage qui est ressorti. Donc oui, Chopin, Céline. bien sûr. Céline. Oui. Et Johnny. Ah oui, alors vous avez prévenu, effectivement, là c'est très très éclectique. Un Américain, McInerney. Quel est le plus grand malentendu sur Philippe Solers? C'est que les polémiques qui sont liées à lui ont empêché l'accès à son œuvre. On n'a pas été sporté sur les textes, ou en tout cas on a lu des échantillonnages de ces textes. Je pense bien sûr à son célèbre article de 99, La France moisie. Et puis à partir de là, toutes les polémiques qui lui sont liées, que je ne vais pas rappeler, ou peut-être malheureusement on en reparlera, mais enfin, c'est toujours très gênant que quelques épines empêchent de voir la rose. Quel est le plus grand vice du monde musical contemporain? Le fait qu'il soit dans un élitisme forcené et qu'en même temps il prêche la démocratisation, il est comme d'une certaine manière schizophrénique, bicéphale, et en même temps une grande hypocrisie aussi, il faut bien le dire, un entre-soi terrible, un côté clanique aussi, hein, et donc tout ça est un petit peu dommageable. En même temps, on comprend aussi qu'il faille protéger sa cantine, mais enfin, c'est bien aussi de pouvoir proposer son assiette à d'autres invités. La musique classique, c'est quelque chose, la musique contemporaine, musique classique et contemporaine par continuation, c'est quelque chose qui est censé être généreux, qui a traversé les siècles. Donc, là, on arrive un petit peu dans quelque chose de spécial, hein, une sorte de microcosme qui se regarde le nombril. Bon, du reste, c'est pas le seul microcosme à faire ça, mais enfin, c'est très, très vérifiable pour celui-ci. Quelle est la plus grande imposture de la musique dite contemporaine? En posant cette question, vous avez déjà, en fait, elle est mal posée, si je peux me permettre, parce que vous... Permettez-vous. Oui, non, c'est-à-dire Vous verrez les questions ensuite. Non, c'est que quelle est la plus grande imposture? C'est comme s'il y avait la réponse de la question, si vous voulez. On a l'impression que quand vous posez ce type de questions, la musique contemporaine pourrait être déjà comprise comme étant une imposture, ce qui est quand même... Ah non, faux. j'aime beaucoup Britney Spears. D'accord. Alors là, il faudra faire la distinction. Oui, c'est très... Ok, musique savante et musique populaire. Non, c'est pas une imposture. Je dirais simplement que l'électronique, l'apparition de la musique électroacoustique, et puis l'apparition du numérique sont des bonnes choses si elles sont utilisées avec oreille. Mais si elles se substituent à l'oreille, alors là, ça va pas. Il faut qu'un compositeur ou prétendu tel entende ce qui est sa texture interne pour qu'elle devienne externe. Mais en ce qui me concerne, je me porte, je dénigre un petit peu cette utilisation, cette obligation de devoir recourir au numérique pour remplacer une paire d'oreilles. Voilà. Alors, quand on a les deux, c'est mieux. Mais donc, voilà, c'est pas... Mais encore une fois, c'est la musique contemporaine. Il n'y a pas la musique contemporaine, hein, il y en a plusieurs. Dernière question facile. Bach ou Mozart? Ah non, ça vous pouvez pas me demander. Et si? Non. Je vous répondrai. Alors c'est comme si vous me demandiez, ou si vous demandiez à quelqu'un de choisir entre le sexe et l'amour. C'est pas possible ça. Bah le sexe. Oui, mais bon.
Et voilà. Voilà. On peut Alors répondre. ça c'est votre réponse. Mais voilà. Il fallait bien donner une réponse. Bah oui. Bon, vous avez tranché pour moi. Non, moi je me refuse. Les deux, mon capitaine. Voilà. Merci Yannick Gomez, vous me prêtez votre livre, comme ça on va le montrer, parce que Nouvelle Marge fait des très belles éditions, on aime beaucoup Maximilien Frisch et ce qu'il édite. Donc, je représente votre livre, Solers, le musicien de la vie, donc les éditions Nouvelle Marge. Si vous ne le trouvez pas en librairie, vous allez le trouver très facilement sur Internet. Alors, première question, on va parler un peu de vous, parce que vous êtes compositeur. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à la musique ? La musique, alors, il faut quand même préciser, compositeur de manière un petit peu secondaire, je suis venu à la musique par le piano, et donc la composition est quelque part une fille de maman piano, ou de papa plutôt. Donc c'est la famille. C'est la famille. Voilà, c'est une grande famille qui d'ailleurs, comme je viens déjà de l'égratigner un petit peu le milieu de la musique, bon, bah, on va continuer. Donc, elle se fout dessus un petit peu la famille quand même parfois. Alors là, c'était... Restez bien dans votre micro. Essentiellement par le piano, et puis à force d'étudier la texture, à force de manier des œuvres de petite forme d'abord, puis de plus grande ampleur, j'ai toujours été aussi curieux d'explorer le piano en dehors des partitions qu'on me donnait, et d'improviser, et de m'approprier l'instrument sans partition, de manière tout à fait libre. Donc l'improvisation est bien sûr quelque chose de très ancien. Bach improvisé à l'orgue, et donc c'est un processus tout à fait courant de passer par l'improvisation comme étant le placenta de la composition, si on veut. Alors, moi, vous avez fait un doctorat en interprétation piano à Montréal. Oui. Alors, vous parliez de Chopin tout à l'heure en expliquant qu'il y avait parfois des incompréhensions, notamment, ça pouvait aussi être sur l'interprétation qu'on en faisait. Alors, ça peut être l'interprétation au piano ou l'interprétation par l'oreille, ce qu'on entend. Et c'est quoi un doctorat en interprétation ? C'est ce qui correspond en France, si vous voulez, au CNSM, le Conservatoire supérieur national de musique de Paris ou de Lyon. Il n'y en a que 2. Bon, maintenant, ça s'est un peu ouvert avec le système, on s'est un petit peu plus calé sur le système LMD américain, licence, master, doctorat, justement. Mais donc, outre-Atlantique, c'est comme ça. Il n'y a pas un CNSM, le Grand Manitou, et puis les petits esclaves, autres conservatoires qui viennent comme ça de manière secondaire. Donc, on fait une fac de musique ou d'interprétation. Alors, l'interprétation, c'est, pour vous répondre plus directement, jouer. Donc, on est évalué sur des concerts, sur son interprétation, sur sa capacité à rendre et à personnaliser du répertoire qui va être celui que le répertoire classique. En l'occurrence, pour le piano, il faut bien situer, c'est en fonction de l'instrument. Donc, on a tendance à dire de Bach à aujourd'hui, c'est vrai. Et ça, il faut le distinguer de, par exemple, un doctorat en musicologie. Musicologie, c'est un petit peu les laborantins de la musique qui vont étudier la musique, mais de manière beaucoup plus intellectuelle, mais pas dans la chose vécue. Ils ne vont pas le jouer, ils ne vont pas l'éprouver sur scène, ce qui est quand même d'ailleurs un travail à part entière, nerveusement parlant. Alors c'est intéressant, c'est que sur l'interprétation, si on prend les classiques, il semblerait qu'a priori on n'ait pas de vidéo, on n'ait pas d'audio de Mozart ou de Bach, des premiers concerts, de ce qu'ils ont donné sur scène la première fois. Donc on a comme trace des partitions. Oui. Est-ce qu'il y a déjà eu des grosses interprétations faussées ? Est-ce qu'il y a eu des interprétations qui sont... On s'est rendu compte ensuite qu'on s'était complètement planté. Et comment savoir, à partir d'une partition, ce qu'il faut interpréter, même si on sait qu'en disant, voilà, on apprend solfège, ceux qui ont quelques notions, bon, ça donne des indications, mais il y a quand même, entre ce qui est écrit et peut-être ce qu'ils ont pensé ou joué à leur époque, il y a quand même des petites variations. Oui, mais alors là, vous touchez du doigt au problème de la temporalité d'une œuvre et de 300 ans plus tard, son interprétation. Alors, il y a quand même les partitions, et selon les éditions, là aussi on a des indications très diverses. Parfois les éditeurs, ils vont vraiment avec une grande liberté, une virtuosité, c'est qu'à le dire, dans des indications qui ne sont pas du compositeur, mais de eux, et qui peuvent parfois un peu changer l'interprétation. Pour ce qui est de l'interprétation pure, si vous voulez, personne n'a le fin mot. Il faut savoir simplement lire une partition, et un peu comme en littérature, ce que je me suis efforcé de faire d'ailleurs pour mon livre, avec Solers, mais avec d'autres, lire les lignes et lire entre les lignes.
C'est-à-dire que vous allez avoir des indications d'ordre dynamique, vous avez, que sais-je, pas rentrer dans les détails d'une partition et de leur code, mais il faut déjà justement les décoder et les personnaliser. Un interprète ne peut pas être, n'a pas la religion et l'alpha et l'oméga de la volonté du compositeur. C'est vrai que par contre, ce qu'a fait Glenn Gould, par exemple, quand il s'est amusé à enregistrer du Chopin, en le jouant complètement dans une esthétique baroque, évidemment c'était une provocation, parce que c'est un non-sens esthétique, et c'est une manière d'énerver ses critiques qui lui reprochaient de faire fi de tout le 19e siècle, qui est pourtant l'âge d'or du piano. Donc ça, bon, là, il y avait vraiment quelque chose de provoquant, et qui effectivement n'est pas raccord avec ce qu'on sait. Alors, on n'a pas les vidéos de ces compositeurs, évidemment, c'est regrettable pour le coup, mais on a quand même des témoignages, on a des biographies, on a des amis, enfin oui, des témoignages, on a aussi quand même des traités d'interprétation, quand ce ne sont pas des conseils des compositeurs eux-mêmes. Je pense à Chopin vu par ses élèves, dont on a les témoignages des élèves qui racontent ce qu'était l'enseignement de Chopin. Et alors évidemment, si on va plus en amont, le XVIIIe siècle, là c'est plus problématique, mais vous avez quand même les traités d'interprétation de Carl Philipp Emanuel Bach, l'art de toucher le clavier, qui donne aussi toute une foule de renseignements de comment on jouait à cette époque. Alors le clavier, je fais exprès de dire clavier et non pas piano, puisque le piano était pas encore existant dans sa forme qu'on connaît. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à si, ça votre répond. question. Alors vous êtes donc écrivain et compositeur. Est-ce que vous écrivez toujours en écoutant de la musique? Est-ce que la musique conditionne à chaque fois l'écriture? Et si c'est le cas, est-ce que vous choisissez la musique selon ce que vous envisagez d'écrire ou dans un style que vous souhaitez écrire? Alors, j'écris pas tout le temps en écoutant de la musique, ça c'est sûr, mais ça m'arrive aussi. Donc ça dépend vraiment de mes humeurs. Et ça dépend surtout de mon inspiration, laquelle est assez besogneuse, il faut bien le dire. Donc non, je ne pourrais pas vous dire. Après, oui, j'ai des comment dire, j'ai des compositeurs de prédilection, des époques vers lesquelles je me tourne plus naturellement que d'autres, et qui effectivement, elles, ont tendance à débloquer l'inspiration. Bon, le mot est un petit peu toujours grandiloquent, inspiration, ça fait un petit peu le poète qui cherche sa muse. Bon, mais enfin, oui, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Trouver l'incidence musicale avec ce que je suis en train de lire, mais ça peut être complètement anachronique, comme pouvait le faire d'ailleurs Solers, qui dit Picasso c'est Haydn ou Bach, je ne sais plus. Bon, Bach et Picasso, au demeurant, personne n'aurait l'idée de les rapprocher, mais il fallait que ce soit son petit grain de folie à lui qui s'en charge. Donc après, j'ai pas un auteur, un compositeur, et puis il y a des fois où j'écris aussi sans musique aucune. Qu'est-ce que la musique donne, que la littérature seule ne peut pas donner? Eh ben, c'est son pouvoir peut-être de sublimer le dire, l'écrire et de passer outre, c'est-à-dire de s'envoler directement dans l'émotion. C'est d'ailleurs ce que Céline avait, quand il se réclamait de la musique, cherché à faire, atteindre l'émotion, cette espèce de noyau interne. C'est-à-dire il y a quelque chose de contradictoire avec la musique. À la fois, on l'a en soi, mais pour qu'elle soit entendue par l'autre, il faut que quelque chose sorte. C'est là que le corps, dans toutes ses interprétations, intervient. Le corps, donc il faut qu'il y ait un corps pour qu'il y ait une musique, et des vibrations. Donc c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, qui va vers l'extérieur. Voilà. Pour citer un compositeur, pas du tout solercien d'ailleurs, Rachmaninov disait j'écris une musique qui vient du cœur pour aller au cœur. Voilà, je crois que c'est ça que. Alors, je ne dis pas que la littérature ne peut pas le faire, mais la musique le fait peut-être sans aucun détour. Et il faut s'entendre sur ce qu'est la musique. Voilà. Et là, on retourne sur moi, la musique, si vous voulez, je la situe. Chacun entend ce qu'il veut et est ému par ce qu'il veut. Bon, aujourd'hui, de toute façon, chacun a raison et tout le monde a tort. Donc, avec ça, on a tout dit, rien dit. Mais il y a quand même l'arbitre final, pour moi, qui serait le temps long, donc pas en termes de décennies, mais en termes de siècles. Si encore aujourd'hui, à cette table, on est en train de parler de Mozart, de Bach, c'est qu'il y a quelque chose. Je ne sais pas si dans 300 ans, déjà, il faudrait qu'on continue d'exister, mais si on parlera de Britney Spears, bon, je veux bien. Mais
Au moins, il y aura des vidéos. Voilà, il y aura des vidéos. Ça, là-dessus, ils auront gagné. Technologiquement, cette musique gagnera, de toute façon. Voilà. Alors, venons à votre livre. Comment est née cette idée, Solers? Alors, vous avez fait, je l'ai dit, avec Céline et Beethoven. Alors là, Solers, comment est venu c'est quoi l'inspiration, l'idée ou même le besoin de faire cet essai? D'écrire cet essai, pardon. C'est bien le mot. C'est-à-dire que j'ai une particularité, c'est que j'ai découvert Solers en même temps que Céline. Et c'est donc pas innocent si j'ai écrit sur l'un et sur l'autre. Évidemment, je les ai mis en dos à dos dans le livre, mais c'est un petit peu, je me rends bien compte, un exercice de style un peu tiré par les cheveux, tant les Céliniens reprocheront tout de suite la différence et la tiédeur bourgeoise, dandiesque de l'un par rapport à l'éructation pamphlétaire, géniale, stylistique de l'autre, évidemment. Mais alors pour répondre, dans les deux cas, c'est une sorte de débordement musical en moi, mais qui ne trouvait pas écho par le biais du piano lui-même, par le biais de la composition, laquelle d'ailleurs j'ai largement mis entre parenthèses, parce que c'est pour ça qu'on me pose la question composition, elle est un petit peu à l'arrêt en ce moment, au profit d'autres activités, dont celle qui me fait venir ici, c'est-à-dire l'écriture. À hauteur d'homme, on ne peut pas tout faire. Et l'urgence est venue il y a 3 ans, quand Solers est décédé, il y a 3 ans jour pour jour, c'était hier, le 5 mai 2023. À ce moment-là, je venais de publier mon Céline, et son décès m'a laissé d'une certaine manière orphelin, m'a laissé un peu quoi, et je me suis dit, on n'aura plus ce monsieur, on n'aura plus ce rire, on n'aura plus ces traits d'esprit, cette ironie, parce que c'est là où, pour le coup, on peut le rapprocher de Céline. Si on les lit vraiment, ce sont des auteurs qui sont drôles. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'est donné de lire actuellement, à de rares exceptions près, c'est pas drôle. C'est dramatique, c'est lourd, c'est c'est ce qu'on veut, mais c'est rarement drôle. Ou alors c'est forcé, c'est comique, ou un comique d'ailleurs institué, politisé. Enfin bon, là, on est au-dessus de tout ça, ou en deçà, mais on n'est jamais dans ces parages. Et par ailleurs, en plus, pour ce qui est de la musique, chez Solers, j'avais déjà relevé depuis des années que je le lis, des allusions à la musique, des citations de compositeurs, un essai sur Mozart, Mystérieux Mozart, et indépendamment des essais, une foule d'allusions musicales dans les romans, dans les entretiens. Donc c'est quelque chose qui revenait comme un leitmotiv dans son œuvre. Et je me suis dit, mais ça n'a pas été traité. Dans mes lectures, j'ai bien vu que la bibliographie, ça a été esquissé de ci, de là, un petit peu caressé dans un essai néanmoins très intéressant de Wald Lasowski, Solers ou l'art du sublime, mais c'était un chapitre où il parle un peu de Haydn, mais enfin, il n'y avait pas eu un essai qui soit exclusivement consacré à la place de la musique dans l'œuvre de Solers. Et au-delà de ça, Solers, musicien de la vie, parce qu'il est musicien, il n'a pas été musicien, il a fait un peu de piano comme ça, comme tout bon bourgeois qui se respecte, mais il n'a pas pu aller au-delà d'un certain niveau qui lui aurait permis d'en jouir vraiment intensément. Donc il a traduit sa musique dans sa littérature. Et vous, il disait même « Jamais je ne pardonnerai de n'être pas musicien ». Oui, tout à fait. Ça, c'est dans Une curieuse solitude, son premier roman de 1958. Et ça, vous l'interprétez comment? C'est une blessure, c'est un programme, c'est une feinte, c'est un truc solersien pour faire parler? Non, pour faire parler, il y a peut-être une coquetterie, c'est un roman quand même, il a 22 ans quand c'est publié, mais il l'écrit sûrement en amont. Non, je pense que c'est sincère. Moi, j'ai tendance à prendre les écrivains vraiment au sérieux. L'analyse second, troisième, millième degré, justement, c'est bien pour l'université. Alors, l'université, vous allez me dire, j'y ai été, mais j'en suis sorti. Et puis d'ailleurs, j'y suis allé quand j'étais beaucoup plus âgé que la norme, ce qui me permettait d'avoir un recul que je voyais que les petits bambins qui sortaient de leur famille n'avaient pas. Et donc, non, c'est pas une coquetterie. Je pense que c'est vraiment vérifiable tout au long de son œuvre, depuis justement Une curieuse solitude, où il y a cette phrase, jusqu'à son roman posthume, La deuxième vie. Et ce que vous dites, justement, la thèse de votre livre, c'est pas la musique ne sont pas que des allusions, c'est pas qu'un décorum, c'est l'axe de son œuvre. Oui. La musique est l'axe. Qu'est-ce qui vous a convaincu? Un des axes. Le mien, celui que j'ai choisi. Qu'est-ce qui vous... Oui, mais alors, pour lui aussi, de ce qu'on comprend dans votre livre, c'est qu'est-ce qui vous a convaincu de cela? Parce que
Dans des romans, la musique peut accompagner, peut donner une photo de l'époque, une ambiance, des goûts personnels ou le besoin du moment parce qu'on écoutait ça. Non, là c'est plus fort que ça. Qu'est-ce qui vous a vraiment convaincu que la musique était un des axes principaux dans l'œuvre de Solers ? Le fait que ça résonnait en moi par rapport à d'autres auteurs, tout simplement, il y a quelque chose de personnel, de subjectif de ma part. Et par rapport à ses déclarations, et même dans des entretiens filmés où on lui pose la question, on lui a fait justement le questionnaire Proust, là, et la musique à la fin, il dit mais sans musique il n'y a rien, c'est pas possible. Il le dit ça très clairement, hein. On retrouve ses vidéos un peu partout sur la toile, et puis dans ses livres, voilà. Donc la musique est quelque chose qui pour lui a été un patron sur lequel il a pu coudre comme ça toute son œuvre. Et on le vérifie aussi dans l'évolution stylistique de son œuvre. Vous avez un premier roman, Une curieuse solitude, qui est un petit peu dans le sillage de, on a pu dire Proust ou peut-être Mauriac, hein, qui d'ailleurs l'a encensé dès la sortie de ce roman, avec Aragon. Là aussi, c'est la dualité, déjà là, hein, chez Solers, les contradictions. Et donc, à partir de son deuxième roman, Le Parc, pour lequel il a eu le prix Médicis, là, on a déjà un changement stylistique. Et alors après, ça va aller de pire en pire, ou de plus en plus. Enfin bref. Et on arrive après donc à la phase un peu plus, expérimentale, et qu'il a fait vraiment se distancer par rapport aux autres écrivains. Donc les fameux livres sans ponctuation. Là, il y a quelque chose aussi, une incidence du rythme, donc de la musique, sur sa prose. Vous avez H, un roman qui s'appelle H, lettres majuscules, et vous avez Paradis 1, puis après, 5 ans plus tard, il s'y remet Paradis 2, qui sont des livres sans aucune ponctuation, sans aucun paragraphe. Alors, il n'est pas le seul à l'avoir fait, hein, il a eu des prédécesseurs, mais il a repris ça à son compte. Quand même, Paradis sur 350 pages, il faut le faire. Et alors là, les allusions musicales pleuvent, et puis il faut, justement, pour le lecteur, faire cet effort de reconstituer le rythme, reconstituer la respiration, donc le rythme, et il y a une musicalité comme ça qui s'installe. Et puis après, vous avez en 1983, vous avez Femme, où là, c'est le contraire, on n'avait pas de ponctuation avec Paradis, là au contraire, on a quelque chose de hyper ponctué, avec les 3 petits points qu'il emprunte à Céline, mais oui, il a plus ou moins plagié, on peut appeler ça comme ça. Non, je crois qu'il se l'est réapproprié comme d'autres l'auront fait d'ailleurs, il n'est pas le seul, mais ça a été une phase, hein, néanmoins très intéressante d'ailleurs. Et puis jusqu'à après Le Cœur absolu, entre-temps il y a eu Portrait du joueur, roman absolument génial d'ailleurs, et voilà. Il est 19h, vous êtes toujours sur Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie. Nous sommes avec Yannick Gomez qui nous présente son dernier livre, Solers, le musicien de la vie, aux éditions de Nouvelle Marge, nos amis de Nouvelle Marge. Mais vous savez que Radio Courtoisie existe parce que elle existe grâce à vous, chers auditeurs, grâce à vos dons. C'est une radio associative, donc pas de subvention, pas de mécène, quoi sinon vous. Pas de groupe industriel, pas de milliardaire derrière, uniquement vous. Donc écoutez ce petit message et on se retrouve tout de suite après. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Restons courtois. Arthur de Vatrigan. Vous êtes toujours dans Restons Courtois, chers amis. Vous savez qu'à 19h, c'est l'heure de la chronique culture, la chronique de Romaric Sangars. Alors, cher Romaric, vous vouliez aujourd'hui nous parler des crépuscules de mai. De quoi s'agit-il donc ? Eh bien, les beaux jours reviennent, cher Arthur, mais avec un arrière-goût funèbre, du moins dans la République des Lettres. Si l'automne est la saison des prix littéraires, le printemps en France est encore la saison des prix littéraires. La profusion de ces récompenses, qui sont environ 700 dans notre pays, d'après les estimations les plus moyennes, entraîne dans leur sillon, à Paris comme en province, au gré des festivals, de nombreuses réjouissances et dans les salons réservés d'hôtels chics, dans les étages de brasseries à la mode, les salles spéciales de restaurants huppés, se pressent membres du jury, journalistes, auteurs, éditeurs, amis, personnalités diverses et pique-assiettes rouées, dans une atmosphère grisante et dont la griserie est encore
encore entretenus par les coupes de champagne ou de vins blancs et rouges pour les plus modestes, les buffets déployant souvent toute la diversité de nos fromages pour offrir encore aux invités la possibilité d'une collation succincte afin de pouvoir continuer à boire, à débattre, à draguer et à se disputer jusqu'à une heure tardive. Le lauréat fait mine de s'étonner, remercie son éditeur et sa mère, lance une petite vanne choisie, tout le monde applaudit et retourne à sa conversation, laquelle change de thème et de ton, on se bouscule, un verre se brise, la fête se poursuit. Alors évidemment, en règle générale, le lauréat est aussi choisi parce qu'il a le même éditeur que le membre le plus influent du jury, ou parce qu'il n'a pas couché avec la femme de celui-ci, contrairement à son rival, ou bien encore parce qu'il a lui-même voté pour ce membre influent quand il était dans le rôle de jury au sein d'un autre prix. En effet, le fumet de la corruption parfume ces cocktails mondains, et l'on peut se demander ce qu'il reste de la grandeur littéraire derrière un tel cirque, et rétorquer aussitôt que la grandeur littéraire s'est toujours élaborée au sein d'un tel cirque. Qu'il est même, a priori, plutôt un signe de bonne santé parce que cette disproportion d'événements dans les arrondissements de Paris et toutes les villes de province démontre à quel point la chose littéraire est sujet d'affect, de solennité, d'ambition et de fantasme dans le pays de Molière, et donc à quel point elle compte, à quel point elle règne, à quel point toujours elle illustre notre âme propre. Sauf que, ces dernières semaines, derrière les paillettes et les bulles, les chèques exemptés d'impôts remis aux victorieux et tout le faste des célébrations, un constat sombre remontait dans les confidences que me firent plusieurs éditeurs. S'agirait-il du choc de l'affaire Grasset qui a fait couler tant d'encre en ce début de printemps ? Eh bien, pas tant que ça. L'affaire Grasset n'est qu'un épiphénomène dérisoire, m'a-t-on affirmé. En outre, on verra lequel de ces auteurs fugitifs sera vraiment parti dans 6 mois, me signalait-on aussi. On m'a même rapporté que la consigne circulerait dans les grandes maisons de n'accueillir aucun transfuge. Les migrants, c'est toujours mieux quand ça débarque chez le voisin, que voulez-vous. Mais si cet événement qui avait fait tellement de bruit dans les grands médias se trouvait à ce point relativisé en coulisses, c'était parce qu'il n'apparaissait que comme le coup d'éclat qui voile le désastre. Et le désastre, c'était que le milieu éditorial ne craignait pas tant les offensives d'un milliardaire breton que l'effondrement, quoi qu'il en soit, de son marché. Ce que remarquait déjà Rémi Carlu la semaine dernière, qui avait évoqué dans sa chronique la situation dramatique de la librairie Gibert-Joseph, n'était qu'un symptôme parmi d'autres, mais spécialement flagrant, d'une réalité qu'il avait lui-même décrite et que les nombreux acteurs du métier du livre que je croisais ces dernières semaines me confirmaient tous d'un ton fatal entre 2 coupes de champagne. La chute est drastique, on parle d'une courbe des ventes ayant perdu 25% en un an, sans compter que ce qui limite encore très faiblement la casse n'est que le succès de la dark romance ou de thriller pour adolescents, bref, de la malbouffe culturelle pour attardés mentaux. C'est étrange, ce triste bilan de fin d'année scolaire, il me semble qu'il avait déjà été prédit justement dès septembre. Absolument, cher Arthur, c'était le thème du numéro de septembre dernier du magazine L'Incorrect. Nous évoquions alors avec Alain Finkielkraut, Patrice Jean et Éric Nolot la fin du monde du livre. Il semblerait qu'il n'ait pas fallu plus de quelques mois pour que cette prophétie s'accomplisse en ses premiers fracas évidents. C'est là que se situe le vrai drame du moment. Pendant que Virginie Despentes s'insurge contre de prétendues prédations, le butin fond et les lecteurs disparaissent. Pendant que la gauche, qui a pris en otage la culture, se barricade comme jamais dans son bunker et prétend même, comme le magazine Les Inrecuptibles, pièce centrale de l'édifice médiatique de Pigasse, attendre depuis les murs de ce bunker les assauts présumés de la bête immonde, cette gauche ne se rend pas compte que la culture est déjà en ruine, qu'il n'y a presque plus rien à piller. Elle n'est pas en ruine à cause de CNews ou du Grand Capital, à cause d'une ingérence russe ou d'un obscurcissement spontané des esprits. Elle est en ruine parce qu'il y a eu 68 et 81, c'est-à-dire l'effondrement programmé de l'éducation nationale pour des raisons idéologiques et des erreurs de jugement anthropologique et moral typiques des idéologies de gauche, et que palier après palier, des nouvelles générations finissent par se trouver intellectuellement inaptes à accéder au degré supérieur de la culture. Ceci combiné évidemment au délitement mental produit par l'addiction au réseau, mais encore à l'évaporation d'une haute culture héritée, perçue comme discriminante. Le processus global a fini par éradiquer naturellement le public nécessaire au développement d'une culture digne de ce nom. Selon vous, ce serait donc la gauche d'hier qui serait une menace pour la culture d'aujourd'hui, bien davantage que les prétendus fascistes de demain ? Exactement, cher Arthur, voilà qui est parfaitement résumé. Et puis, il y a un autre facteur qu'il faudrait tout de même signaler. À quoi bon prendre au sérieux des intellectuels, des écrivains, des essayistes, pérorant sur les plateaux télé ou les antennes radio depuis 30 ans, et qui n'ont rien compris, rien aidé à comprendre, rien prévu? Pourquoi dépenser 20 € et 10 heures de temps pour lire un écrivain engagé tellement éloigné des réalités concrètes de son temps qu'il s'étonne aujourd'hui de ce qui arrive parce que rien ne l'y avait préparé?
Cela fait presque 50 ans que les intellectuels de gauche disposent en France de tous les relais pour imposer leur science à la population, de l'école à la cérémonie des Molières, en passant par le service public audiovisuel. Résultat, aujourd'hui, le RN est aux portes du pouvoir. C'est donc bien que ces gens sont terriblement mauvais et inefficaces. Avant que tout lecteur ait disparu du pays, tant qu'ils voient encore quelques dames naïves faire la queue à leur signature, on pourra donc toujours leur remettre le prix de l'aveuglement collectif. Merci, cher Romaric. Yannick Gomez, vous faites le même diagnostic sur la musique? Il y a un effondrement niveau, on va dire culturel, éducatif, qui fait qu'on a du mal à accéder ou à vendre une culture exigeante, audacieuse. Oui, disons que la musique classique, c'est quelque chose d'exigeant et qui suppose des personnalités qui n'est pas complètement abandonné l'exigence. Et donc, sur ce registre, on peut dire qu'effectivement, oui, il y a une sorte de délitement qu'on peut observer, c'est certain. Dire que c'est la faute de la gauche intégralement, on peut le dire. Je ne vais pas aller contre cet examen. J'attends simplement que la droite, sur le plan culturel, propose quelque chose qui fasse un peu mieux que de taper sur la gauche. C'est-à-dire que, effectivement, il y a eu une mainmise de la gauche depuis des décennies. Là-dessus, on ne peut que être d'accord. Mais alors, il faut que, si on critique ça, il faut que la droite se mette vraiment au boulot et à proposer quelque chose d'autre, de tout à fait valable, de sérieux. C'est pas le problème. Il y a des personnalités, indépendamment des radios, des chaînes de télévision, mais vous voyez, par exemple, des programmes exclusivement culturels où on parle de la musique classique, trouvez-moi. Et je vous dirais que dans certains organismes d'État, comme la CAF ou la Sécurité sociale, on entend encore du Vivaldi, du Chopin pour faire une musique d'attente. Et plus sérieusement, vous voyez bien que vous avez Radio Classique, on est quand même vraiment la dernière roue du carrosse pour ce qui est de la musique classique. Donc ça, c'est quelque chose qui est un examen qu'on peut faire. Je sais que vous, à Radio Courtoisie, vous diffusez la musique classique. C'est pas une critique pour ce qui est de cette radio-là. Et pas assez de Britney Spears, je regrette. Ah oui, ça c'est un grand dommage. C'est vraiment... Et Hallyday aussi, une Johnny Hallyday. Voilà. C'est vrai. Bon, revenons à votre livre. Solers. Alors, il y a la musique, mais il y a aussi les femmes. Solers, c'est les femmes, parce que les femmes sont souvent musiciennes dans ces romans. Oui. Et justement, quelle est la portée de ce rapprochement entre femmes et musique dans son œuvre? Ah ben alors là, c'est pas un rapprochement, c'est une aimantation. C'est-à-dire que Solers, évidemment, était amoureux de la première femme qui soit, c'est-à-dire la musique, mais de celle qui s'en faisait les interprètes. Donc Cécilia Bartoli, Martha Argerich, voilà, des stars vraiment de la musique classique. Il était complètement gaga de ça. Bon, je pense qu'il en a connu d'autres, mais là, je cite ces deux noms. Et il les a, à maintes reprises, transposés dans ses romans. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour lui. Si elle n'est pas musicienne, la femme doit en tout cas être sensible à la musique d'une manière ou d'une autre. Et donc, si elle ne va pas l'être directement, elle sera transposée dans un de ses romans auxquels je pense, Portrait du joueur, comme pouvant jouir, au sens premier du terme, sur de la musique, par exemple. Et c'est quelque chose qui est tout à fait sérieux, qui est drôle à la fois, mais sérieux chez Solers, qui est présent. Donc le sexe et la musique sont le sexe, les femmes par continuation, mais dans ces scènes érotiques, la musique peut être tout à fait convoquée. Et de manière plus sérieuse, elle est aussi une sublimation de l'être humain, de la nature. Elle est à la fois, si vous voulez, par les femmes, l'émanation d'un corps en action, si vous voulez, en vibration, et en même temps, le microcosme dévoré par le macrocosme, et inversement. Donc, il y a un aller-retour, si vous voulez, entre le petit et le grand, entre le corps, l'instrument, et voilà. Il le dit d'ailleurs dans Une curieuse solitude, il dit « il faudrait savoir se jouer comme d'un instrument ». Voilà. Donc là, c'est la contraction parfaite. Quand il dit savoir se jouer comme on joue d'un instrument, donc jouer de son corps, jouer d'un instrument. Ça, voilà. Et c'est ce qu'il recherchera. Alors jouer, c'est-à-dire se jouer, interpréter, mais aussi jouer au sens joueur, portrait du joueur. Voilà.
Et donc, c'est pour ça qu'on lui a reproché de jouer, de ne passer son temps qu'à jouer, au prix parfois de manquer de sérieux, voilà, dans des situations qui l'étaient, effectivement. Donc, voilà, pour les femmes, c'est vraiment, ce sont ces âmes d'accompagnement qui manifestent la musique, à travers lesquelles il va chercher à se réaliser musicalement ou psychologiquement. Alors là, je parle plutôt je fais référence bien sûr à Julia Kristeva, mais voilà. J'ai eu un papier que Jacques Henrique a eu la gentillesse de rédiger dans le Hard Press de mars, où il racontait que quand il allait voir Philippe Solers, à peine il repartait que dans la cage d'escalier, dans l'ascenseur, il entendait Solers qui mettait de la musique à fond. Musique bien sûr qui n'était pas Britney Spears, la musique classique. Ah, il écoutait du jazz, hein. Ça par contre, voilà. Moi j'ai pas mis l'accent sur le jazz parce que je ne suis pas jazzman. J'aime écouter du jazz, ça c'est clair, de temps en temps, mais je ne suis pas un expert, donc je vais à ce que je sais. Mais voilà. Donc il faut vraiment que les femmes soient musiciennes, mais les hommes aussi, hein, mais bon, voilà, il était porté sur les femmes, donc il fallait que ce soit vraiment une symbiose. Voilà. Alors, allons sur le côté maintenant peut-être plus littéraire, exclusivement littéraire, on va dire, Oui. de l'œuvre de Solers. Vous écrivez que Solers est une œuvre sous-évaluée. Oui, je crois. Alors ça m'a surpris. Sous-évaluée par qui? C'est-à-dire sous-évaluée littérairement, médiatiquement, Ah non, sûrement pas médiatiquement. historiquement. Ouais, non. Expliquez-nous. Alors, sous-évalué en tant qu'œuvre qui tient debout, qui va tenir dans le temps. J'en fais ici les paris. Bon, on verra ce que ça donne. Mais vous remarquerez que quand on parle de Solers, qu'est-ce qui ressort? Vous avez interrogé les gens, donc le public est resté sur le dandy, invité dans les plateaux télé. Bon, il n'a pas été le seul. Germano Pratin. Germano Pratin qui fait la pluie et le beau temps dans l'édition. Voilà. Ça a été vrai. Ça l'a beaucoup moins été par la suite. Sur la fin de sa vie, vous savez, j'ai des témoignages comme quoi c'était loin d'être aussi simple que ça. Témoignages, bon, je ne peux pas citer parce qu'on m'a dit d'être discret, mais voilà. Des gens et qui ne Ça. sont... Certains d'autres écrivains, des collègues, voilà. Important essayer. oui, plus tard. Voilà. Non, il a été sous-évalué parce que noyé, ce que je disais au début de l'émission, c'est-à-dire par les problèmes politiques, par les problèmes idéologiques. Moi-même, d'ailleurs, je me suis un peu querellé avec certains solerciens pour avoir justement émis aussi des dissonances par rapport à ses positions, pour lesquelles je ne le suis pas. Donc je suis, si vous voulez, admiratif de son œuvre, mais pas complètement aveuglé, du moins sur le plan politique. Donc il n'a pas été sous-évalué, non, ça c'est clair. Sur le plan médiatique, il était là, il a été là. Bon, enfin, sur la fin, on le voyait quand même un peu moins, hein. Il sortait un livre par an, c'est vrai, ou parfois un tous les 2 ans, mais oui, un par an sur la fin, mais c'était des livres qui étaient très, très minces, en termes de taille, pas en termes de contenu, sûrement pas. Et il a été sous-évalué parce qu'on a retenu de lui 3 titres, quoi. Femme, bon, très bien. Dans le meilleur des cas, Paradis. Là, c'est déjà un lectorat beaucoup plus réduit, et on comprend pourquoi. Il faut quand même se lever de bonne heure pour lire ça, il faut le dire quand même. Et puis, Dictionnaire amoureux de Venise, et puis voilà, quelques articles dans Le Monde à l'époque, le JDD un peu plus tard, enfin bon. Mais c'est très dommageable, je trouve, de réduire les positions politiques d'un écrivain uniquement à ça et d'obscurcir ou d'obstruer l'accès à une œuvre. Ça, c'est vraiment regrettable. Les positions politiques des écrivains de tout temps ont créé des problèmes. Voilà, donc il en parle d'ailleurs quand il égratigne un peu ses contradicteurs en disant « nos valeurs ». Alors évidemment, nos valeurs... N majuscule comme étant un personnage qui s'appellerait Nos Valeurs, comme un prénom Nos Valeurs. Alors, Nos Valeurs s'offusquent, Nos Valeurs crient, Nos Valeurs s'éructent, mais en fait, il y a une condamnation, mais il n'y a pas de lecture de son œuvre. En tout cas, si ça avait été le cas, j'aurais pas eu besoin, moi, de prendre en charge le problème de la musique dans l'œuvre de Solers. Je sais pas, quand même, il y a des pianistes
qui courent les scènes du monde, qui auraient pu largement, et bien plus que moi, le faire, mais ils ne l'ont pas fait. Donc il fallait quelqu'un qui ait du temps, c'était moi, et puis qui s'y intéresse, et puis tant qu'à faire, qu'il ait lu aussi, et pas juste 2 ou 3 livres. On parle de quelqu'un qui a écrit plus d'une centaine de livres. Et, Il y a quand même le sentiment que vous nous présentez un peu comme un paria en fin de... Mais c'est contradictoire, mais c'est très contradictoire. Stollers, paria, alors c'est pareil. Non, mais c'est bien, on est surpris. Mais c'est... Oui, t'étais pas un paria. Il y a des parias qui aimeraient bien être Stollers, quoi. Oui. Non, mais c'est clair. Il avait ses entrées, on va pas se cacher. Mais vous remarquerez aussi la contradiction. C'est que précisément, j'ai pas été invité une seule fois par les médias de gauche. Jamais. Donc moi, je veux bien ce qu'on veut, mais s'il avait été si encensé, la gauche qui nous vend la culture depuis des années, qui est la garante de la musique, justement, la musique classique, tout ça, tous ces milieux, moi je les côtoie, je les connais. Mais pourquoi ils ne s'intéressent pas à ça alors ? Pourquoi c'est... Parce qu'ils sont pas curieux, parce qu'ils sont incultes. Bien sûr, exactement. C'est pas forcément des raisons politiques ou... Mais non. Mais là-dessus, je pense que les positions de Solers sont beaucoup plus discutables que les propriétaires du temple. Les solerciens, patentés. Il y en a qui sont très valables. Hein. Moi, je ne jette pas... La gauche et la droite ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est une signature valable dans le temps. C'est prétentieux de dire ça, mais c'est-à-dire, moi je ne serais pas là pour le voir, mais qu'il y ait une manifestation d'une qualité. On est dans une ère de quantité. Et la qualité n'est plus au rendez-vous, ou alors, comme ça, en échantillon. Et Solers, on peut ne pas aimer. Ça, c'est une autre conversation, c'est un autre débat. Et ça, je peux tout à fait l'entendre. Moi, il y a des auteurs qui ne me parlent pas, c'est comme ça. Les goûts, à un moment donné, se heurtent aussi à nos sensibilités. C'est comme pour la musique, d'ailleurs. Mais ne pas l'aimer, c'est une chose. Mais mésestimer toute une carrière, toute une œuvre protéiforme, multiforme, musicale, sensuelle, drôle. Bon, c'est vrai, rarement violente. On lui a reproché aussi de ne pas prendre en compte les drames qui ont été les siens, un peu plus personnels. Mais c'est vrai dans un sens et puis faux dans l'autre. Mais enfin, allez lire les textes, voilà, tout simplement. Romaric Solers. Oui, d'un point de vue littéraire, comme vous l'avez rappelé, au niveau de son évolution, il y a un Solers d'abord très avant-gardiste, ne serait-ce qu'avec la revue Telle Quelle, qui est la dernière revue officielle, on va dire, des avant-gardes françaises avant la fin de tout projet avant-gardiste, par rapport à sa propre démarche littéraire et formelle. Et puis, on a finalement, dans la deuxième partie, peut-être de son œuvre et de sa vie, un Solers très 18e siècle, qui d'ailleurs vante sans arrêt le libertinage, mais dans tous les sens du terme, le libertinage aussi philosophique, et la grâce du XVIIIe siècle, qui l'oppose finalement au cul de plomb du XIXe et du XXe siècle, d'où aussi l'éloge de Mozart. Comment est-ce que ça transparaît d'un point de vue musical ? C'est-à-dire, est-ce que le XVIIIe était lui-même un siècle musical ? Est-ce que ses goûts musicaux, au-delà de Mozart, qui évidemment est XVIIIe siècle, sont très XVIIIe siècle. Comment ça s'articule avec sa modernité à lui ou son antimodernité paradoxale, comme toujours chez Solers ? Alors, votre question en renferme au moins 3. Je résume, c'est un pack. Ouais. C'est un pack. Comment ? C'est un pack, je dis. C'est un package, pour parler français. Non, il est... Alors ça, c'est incontestable, c'est un 18e, il s'est quand même suffisamment réclamé de ce siècle-là pour ne pas le dire. Maintenant, Mozart, bon, il a fait ses preuves, il a écrit Mysterio Mozart, donc c'est quelque chose qui était là bien avant. Hein. Il y a des allusions à Mozart déjà justement dans ses écrits avant-gardistes. Hein. Donc Mozart, Haydn bien sûr, le grand papa, papa Haydn du XVIIIe siècle. Voilà, donc alors les manifestations, c'était ça votre question, c'est-à-dire l'impact sur le style, c'est ça que vous vouliez dire ou Oui, son rapport à la musique est-il 18e comme dans son attitude finalement et sa littérature ? Oui, je crois. Ouais. Même si c'est clair qu'il y a un repoussoir, c'est pour lui alors là le diable absolu, esthétiquement parlant, mais même pas que, sur le plan de l'histoire, sur le plan des mœurs, c'était vraiment le 19e siècle. Ouais. Là pour lui c'est épouvantable, c'est pour ça que j'ai écrit un chapitre où je le mets en dos à dos avec Glenn Gould, parce que le pianiste comme l'écrivain se retrouve vraiment là-dessus, où il saute du 18e directement au 20e, mais expurge complètement le 19e siècle, qui pour eux est diabolique, autocentré, baveux, émotif, nombrilique,
wagnérien s'il n'en faut. Donc non, tout ça c'est vraiment. Alors là, c'est pas admissible parce que bon, alors pour des raisons esthétiques, peut-être politiques aussi pour ce qui concerne Solers, puisque bon, Wagner c'est l'Allemagne. L'Allemagne, vous n'êtes pas sans savoir que quand il était petit, sa maison a été envahie par les Allemands, enfin a été annexée du moins en partie, le rez-de-chaussée, puis il se retrouvait comme ça à l'étage. Il l'a suffisamment expliqué lui-même. Il était occupé, mais au rez-de-chaussée. C'est-à-dire, non, il y avait une partie de la maison qui était réservée par les Allemands qui était là, et l'autre partie où ils étaient en train de se recroqueviller et d'écouter en douce Radio Londres. Donc voilà, ça c'est le côté justement anglophile, de par les origines de la famille de Solers et par ses accointances à lui, par ses affinités. D'ailleurs qui se rejoignent justement avec Haydn, lequel a eu un grand succès en Angleterre. Donc vous me parlez de Mozart, mais c'est vrai, il a écrit sur Mozart. Je regrette qu'une chose, c'est qu'il n'ait pas fait un essai sur du même type que Mystérieux Mozart, un mystérieux Haydn ou je ne sais quoi, puisque à un moment donné, il écrit dans un petit livre qui est très peu lu là aussi, ou en tout cas dont on fait très peu mention, Carnet de nuit. Et dans Carnet de nuit, il dit, si je dois vraiment choisir, j'emporte les sonates pour piano de Haydn. Donc vous voyez que c'est Haydn synthétise un peu la quintessence de là où va Mozart, et là où ira après Beethoven. Et donc tout ça, ce sont des compagnons de route pour lui. Ou bien de l'autre côté du siècle, du 19e, qu'on a vraiment perforé totalement, on se retrouve avec la seconde école de Vienne. Alors là, bon, voilà, on est avec Webern, voilà. Il parlera un petit peu quand même, de Stravinsky, mais enfin, la musique russe, alors là, c'est pas du tout son truc. Contrairement à moi, d'ailleurs. Voilà. Dernière question, il faudra une réponse courte, même si la question mérite plus de développement. Là, la question était quand même vraiment consistante, donc la réponse l'a été aussi. Voilà. Non, mais c'était pas un reproche, oui. Même si j'aime Britney Spears. Vous parlez d'une désobéissance au roman communément normé. Alors, qu'est-ce que Solers refuse exactement dans le roman traditionnel, si on peut dire qu'il y a un roman traditionnel? Oui, il refuse le roman comme produit commercial, comme il dirait lui-même, je pense, comme bouilli. Vous voyez, tout à l'heure, vous m'avez demandé quelle lecture, quel auteur m'évoque Britney Spears. Je vous ai répondu, vous prenez n'importe quel roman de gare. Bon, parce que c'était un petit peu dédaigneux à l'endroit de Britney Spears, mais je ne crois pas qu'elle regardera cette émission, donc ça va. Trompez-vous. On ne sait jamais. Non, là, son refus, c'est d'obéir, si vous voulez, à la représentation de l'image, comme le roman étant comme le miroir d'un film qui serait un peu susceptible d'être projeté, d'être mis à l'écran, d'être porté à l'écran par Hollywood. Donc c'est le refus à la fois de l'intrigue, de l'obsession de créer une histoire avec un développement, avec une fin heureuse, c'est-à-dire ce qu'on lui a reproché d'ailleurs, c'est des romans qui se travestissent en essai pour beaucoup. Mais il y a quand même des personnages, et il y a quand même des personnages, alors souvent on lui a parlé des femmes, mais il y a aussi des personnages masculins, il y a quand même des semblants d'histoire, même si très souvent c'est plutôt des pensées fragmentées, pulvérisées. Donc on est plutôt dans du roman métaphysique, mais sûrement pas commercial. Voilà, ça va pas être la petite ménagère qui se met à écrire, qui raconte que son tonton l'a violée. On n'est pas là-dedans. Voilà. Merci beaucoup Yannick Gomez. Je rappelle donc votre livre Solers, le musicien de la vie. Où est-ce qu'est la caméra? Elle est là-bas, elle est ici, elle est là. Voilà, musicien de la vie. Aux éditions Nouvelle Marge.